Comme annoncé en titre, selon l'économiste William Savary, Haïti doit développer une politique pour se mettre à l'abri d'un éventuel choc pétrolier en constituant une réserve stratégique et en mettant en place au besoin des infrastructures de raffinage. Le manque de responsabilité des dirigeants haïtiens ralentit toute évolution du pays en ce sens, a-t-il dit. Parmi les préoccupations soulevées par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient figurent les répercussions qu'elle pourrait avoir sur le marché de l'énergie, notamment sur le prix du pétrole. Pour évoquer les contours de cette guerre, nous avons avec nous, via Zoom, l'économiste William Savary. Économiste William Savary, merci d'être avec nous pour parler de la guerre au Moyen-Orient. Bonsoir Madame Berlin, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Ce jeudi 11 mars 2026 marque la 12e journée de guerre au Moyen-Orient. Avant même de parler des conséquences et des impacts potentiels de ce conflit, Monsieur Savary, comment en sommes-nous arrivés là, selon vous, lorsqu'on savait qu'il y a eu des discussions entreprises entre les États-Unis, l'Iran à Genève? Bon, d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a deux positions qui ne se confondent pas, qui se disputent. Il y a la position de M. Trump, qui est celle de l'Union européenne également, qui voudrait mitiger la prolifération des armes nucléaires. Dans ce contexte, ils ont toujours voulu limiter l'accès à la République islamique de l'Iran aux armes nucléaires. Donc, ils ont toujours pris des mesures et entrepris des activités pour limiter et même bloquer l'accès à la technologie, au savoir-faire de l'Iran en matière d'armes nucléaires. Parallèlement à ce mouvement, il y a le mouvement des zionistes en Israël, qui rêve de Grand Israël. Le Grand Israël, c'est un territoire qui va de la Méditerranée à la rivière du Jordan. Et ceci est expliqué c'est plutôt une aspiration messianique. On le trouve dans Matthieu de la Bible, verset 24.1. Il se trouve dans Thessaloniennes, verset 4.6. Il se trouve aussi dans Révélation, verset 19.20, qui semble indiquer que la terre d'Israël s'étend dans ses environs et que pour que le Christ retourne sur terre, il faudrait que le grand Israël soit reconstitué. Donc, maintenant, la politique d'Israël, se rendant compte de sa taille minime, et de ses limites militaires, ils ont joué pieds et mains, et ceci depuis 30 ans, pour entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Parce qu'ils savent, par exemple, que l'Iran détient des armes performantes et une population de 95 millions et un territoire très vaste et surtout montagneux. Donc, en menant des démarches pour recruter les États-Unis pour s'aligner sur leur position. Donc, les États-Unis, d'après eux, vont mener la guerre en Iran, et eux, et les États-Unis vont détruire l'Iran et ils vont pouvoir avancer leurs frontières selon les dictats messianiques et souhaiter que le retour du Christ sur terre. Donc, vraiment, ce sont vraiment les deux raisons pour lesquelles vous avez cette guerre aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des gens qui croient dans la venue du Christ? Bon, il y en a plusieurs parce que ça fait partie de la doctrine chrétienne, ça fait partie du Torah des Hébreux. Donc, nous ne sommes pas, la paix n'est pas pour demain. Alors, revenons à la position, ou du moins à ce qui motive l'Iran justement à mener cette guerre. Vous nous aviez bien expliqué l'origine biblique de cette cause. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications à donner? Parce que pour plus d'un, c'est un petit peu inimaginable, en fait. Bon, du point de vue Israël, il n'y a pas d'autre. Parce que là, il ne faut pas oublier que Israël
je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les frappes, il y a des gens en Israël qui célèbrent parce qu'ils attendent à ce qu'il y aurait des troubles au niveau international. Parce que pour l'arrivée du Christ, selon Ecclésiaste, selon Révélation, il faut des troubles au niveau international où tout est chambardé, où tout est bousculé. C'est alors que le Christ arrivera sur terre et établit ce qu'on appelle le 1000 ans de paix, le millénium. Donc, ils sont très clairs dans leur position et ils y croient. Maintenant, je peux vous dire par extension, aux États-Unis, il y a tout un mouvement du christianisme, ce qu'on appelle la droite religieuse qui supporte Trump, qui aujourd'hui ont franchi le seuil où l'État n'est plus l'État et la religion ne sont plus divisés. Parce que vous imaginez qu'un groupe de pasteurs à la Maison Blanche qui prie sur la tête de Donald Trump pour que Dieu lui puisse lui inspirer dans la guerre qu'il mène. Ça, c'est du jamais vu. Alors qu'aux États-Unis, selon leur constitution, il y a une séparation très nette et très claire entre la religion et l'État. Donc, nous sommes en train de vivre une période qui n'est pas, qui est exceptionnelle. En effet, Donc, il faut vraiment se rendre compte de ça et vraiment, et à tout moment, s'apprêter au pire. Parce que là, nous sommes au seuil de décisions qui sont basées sur des doctrines. Et les doctrinaires, en général, sont toujours des extrémistes. Donc, vous l'avez eu à l'époque des communistes, vous avez eu les doctrinaires du communisme qui étaient prêts à se sacrifier. Vous l'avez eu avec les doctrinaires du nazisme germanique. Vous avez des musulmans qui étaient prêts à se sacrifier, à se porter en martyr. Donc, il y a eu des chrétiens. Par exemple, vous avez Polycarpe qui fut l'un des premiers martyrs du christianisme dans les années 300, je crois. Donc vraiment, la question du martyr, ça rentre dans notre culture, ça rentre dans certaines croyances humanitaires. Et malgré, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais le fait est, ils le font. Nous avons quand même exploré les différentes causes. À présent, abordons les conséquences que peuvent avoir ce conflit, non seulement sur l'économie mondiale, mais aussi particulièrement dans le cas d'Haïti. Mais au cœur justement de ces conséquences, à la une, il y a la perturbation du détroit d'Ormuz, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des points névralgiques du commerce énergétique mondial, et par lequel transite une bonne partie du pétrole qui est consommé dans le monde. Avec ce conflit, lorsque nous savons que depuis 2011 menaçait de fermer ce détroit, quels sont les risques aujourd'hui avec une certaine perturbation de ce détroit? Bon, vous avez 20%, à peu près 20 à 25% du pétrole international qui circule à travers le détroit d'Ormuz. Et là, maintenant, aujourd'hui, les Iraniens ont placé 3 conditions pour que les frappes, pour qu'on puisse avoir un moment de répit pendant cette guerre. L'une, c'est que les États-Unis quittent le Moyen-Orient. L'autre, c'est que l'Israël cesse ses menaces et ses attaques contre l'Iran. Troisièmement, pour que les États-Unis soulèvent toutes les sanctions qui ont été appliquées contre l'Iran depuis 1975-79, je crois. Donc, ce sont ces 3 conditions qu'ils ont posées et il y a une position sous-jacente qui est le recul d'Israël des frontières et des terres occupées et des terres arabes occupées. Donc, pour que Israël retourne à ses frontières. Donc, il y a tout ça qui se joue aujourd'hui. Maintenant, l'effet de tout ça, c'est vraiment l'augmentation du prix du pétrole que vous avez constaté, que tout le monde constate. En effet. Qui est premièrement, parce que le prix de l'essence gasoline aux États-Unis a grimpé de 30 à 45% au cours d'une semaine. Le diesel a augmenté de 70% dans certaines régions. Donc, il y a une augmentation massive qui se fait. Maintenant, une augmentation massive qui se fait au prix du pétrole, ça va affecter premièrement, le coût de la production, parce que le pétrole, c'est vraiment l'énergie et c'est transversal. Ça rentre dans tout, ça rentre dans la transportation. Les tickets d'avion le prix des tickets d'avion sera à la hausse.
vous avez la nourriture, les transformations de produits matières brutes en matières finies. Là, ces prix vont également connaître une certaine hausse. Vous avez le coût du transport. Et le coût du transport, c'est ça, ceci se détermine à travers le Lloyd of London où tous les tankers de pétrole sont assurés et il n'y a pas un tanker qui prendra la mer sans avoir une assurance de Lloyd of London qui représente un conglomérat des assurances à haut risque. Maintenant, sans l'assurance ou bien l'augmentation des primes d'assurance sur les tankers, automatiquement en fait, jouent aussi sur l'augmentation des prix du pétrole. Donc c'est un effet domino, on va dire. Bon, il y a toute une chaîne de valeur qui est affectée. Donc vraiment, c'est un effet domino et à laquelle que l'administration de M. Trump n'avait pas pensé, ni l'administration d'Israël. Ils avaient pensé qu'ils allaient décapiter le régime en Iran et que le peuple iranien allait prendre les rues, investir les bureaux de l'État, investir le gouvernement et puis renverser le système. Donc, et ceci, je peux vous dire en toute confidence, peut-être que c'est ce que M. Trump avait eu en tête lorsque les troupes, ses fidèles ou ses fanatiques avaient envahi les rues de Washington en janvier 2020, dernières élections, avant les dernières élections. Donc peut-être qu'ils avaient pensé que ces partisans allaient investir le Parlement, investir le Sénat et saisir le pouvoir. Peut-être que c'est ce qu'il avait en tête, parce que c'est exactement ce qu'il propose aux Iraniens de faire. Il leur dit, bon, nous avons déjà coupé la tête, allez maintenant, prenez, investissez les bureaux de l'État, saisissez le pouvoir. Alors, voyons. Alors que l'Iran, vous voyez, l'ayatollah qui a été décapité, c'est l'équivalent du pape. Donc, le guide là où je suprême. c'est une institution. Donc, les institutions, ils prévoient tout. Donc, il y a tout un mécanisme de substitution, un mécanisme de remplacement au cas de chute, au cas de maladie, au cas de mort subite. Donc, ce sont des institutions, ce n'est pas un homme. Donc, ils ont mal compris la structure étatique de l'Iran, je peux dire. Alors, dans le cas de certains pays, puisque nous sommes dans un contexte international qui est jusqu'à présent incertain, les pays, par exemple comme Haïti, qui est fortement dépendant des importations, quelle stratégie devraient employer les autorités actuelles pour prévenir les impacts potentiels, ou du moins pour atténuer les potentiels impacts de ce conflit? Dans quelques secondes, puisque nous arrivons à la fin de cette entrevue. Je peux vous dire tout de suite, l'une des choses que Haïti a toujours eu besoin, c'est une politique énergétique. Et aujourd'hui, et toutes les fois que vous n'avez pas une politique énergétique, les impacts de la volatilité du marché, parce qu'il y a une différence entre la volatilité du marché et les prix. Donc, le pays ne peut rien faire contre les prix parce que nous ne disposons pas de puits de pétrole. Mais par contre, il y a des instruments financiers qui existent qui nous permettent de mitiger la volatilité ou l'impact de la volatilité sur le marché haïtien. Mais il se trouve qu'en Haïti, nous n'avons pas vraiment une politique énergétique. La politique énergétique que nous avons consiste en des boutiquiers ou peut-être des gars qui disposent de crédit à la banque, qui donnent une prime au gars qui est responsable de donner les licences pour l'acquisition de pétrole. Celui-là, il a quelques amis à qui il perd. Donc, on accorde le droit d'importation à quelqu'un qui importe et qui revend. Il vend en good, il va à la banque centrale lui permet de convertir ses good en dollars, il recommence. C'est ça la politique énergétique de la République d'Haïti, il n'y a pas d'autre. En dehors de l'énergie fossile que nous avons, Haïti peut également se servir de l'énergie nucléaire parce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle des mini-réacteurs qui sont gérés par des entreprises privées de façon très sécuritaire qui vous permet de recevoir, d'avoir l'énergie à 3 centimes le kilowatt, 4 centimes le kilowatt. Donc tout ceci rentre dans un cadre de réflexion nationale que le pays a besoin. Maintenant, tant que ceci n'est pas fait, vous êtes sujet à la volatilité du marché parce que là, vous n'êtes pas propriétaire de puits de pétrole, vous êtes ce qu'on appelle le price taker, le prix sur le marché, c'est ce que vous avez.
Et les gens en Haïti qui achètent le pétrole achètent ce qu'on appelle sur le spot market. Donc, ils ne font même pas usage de ce qu'on appelle le lait contrat à terme pour mitiger leur acquisition. Donc, c'est Il nous vraiment, faut toute une vous avez de très politique. gros problèmes de façon institutionnelle et managériale en Haïti pour le pétrole. Et aujourd'hui, il nous faut donc une vraie politique énergétique. Merci infiniment à vous, économiste William Savary. Merci. Merci. Voilà donc l'analyse de l'économiste William Savary. Il était avec nous pour parler de la guerre au Moyen-Orient, notamment de ses impacts.